Alors bonsoir à tous, je suis Flavien Normand, je suis consultant chez Zenica et certains week-ends, je suis également Flavien Normand, le carpiste. Alors la pêche de la carpe, c'est une pêche que je pratique depuis un bon moment maintenant. J'ai commencé quand j'étais adolescent avec mon grand-père, avec mon père également. C'est une pêche qui est quand même assez spéciale parce qu'on est sur une pêche qu'on dit no-kill, donc l'objectif ce n'est pas de tuer le poisson, c'est simplement de le pêcher, le mesurer, éventuellement le répertorier et de le remettre à l'eau. Donc là vous pouvez voir à l'écran qu'on a tout un ensemble de matériel en fait pour garantir la sécurité du poisson, le tapis de réception, un seau d'eau pour garantir une bonne hydratation du poisson, etc. etc. On reste pas très loin de l'eau quand même pour pouvoir la remettre à l'eau très facilement. Et derrière vous pouvez voir cette canne à pêche d'ailleurs, sur un autre système qui n'est pas présent ici. Alors la pêche de la carpe, ça a une autre spécificité, c'est que la carpe c'est un poisson qui n'engame pas sa nourriture, c'est-à-dire que ce n'est pas un poisson qui va ouvrir la gueule pour pouvoir attraper ce qu'elle va manger, c'est un poisson qui va manger par aspiration, donc elle va en fait se mettre au fond et aspirer les cadavres d'éventuels poissons, différentes noix, différentes graines, pour pouvoir se nourrir. C'est pour ça qu'on fait un montage qui est très spécifique, sur lequel on ne va pas mettre lèche, c'est-à-dire l'appât, sur l'hameçon, mais on va le mettre sur un petit fil qui suit l'hameçon, qu'on appelle un cheveu. On est donc devant un montage au cheveu. Ce montage, il est également ce qu'on appelle autoférant, c'est-à-dire qu'avec le plomb, lorsque la carpe va venir aspirer lèche et l'hameçon, elle va remarquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc elle va vouloir partir et être pré-piquée par le contrepoids du plomb. Ici, on est sur un plomb d'environ 100 grammes. Ça peut monter à 200-300 grammes quand on pêche en fleuve. Suite à ça, on a donc le corps de ligne qui va ensuite jusqu'au moulinet de la canne. C'est une pêche qui, du coup, n'utilise pas de bouchon. Et la raison pour ça, c'est parce que le bouchon, son principe de fonctionnement repose sur le fait que votre appât ne va pas toucher le fond. On a également sur les bouchons une très forte résistance au moment où le poisson va attraper lèche. Et on a également un risque plus fort que le montage parte avec le courant, que le montage bouge avec le vent, etc., etc. On choisit donc une alternative qui utilise un détecteur. C'est donc le petit dispositif que vous voyez. Et avec ça, on va utiliser un contrepoids qu'on appelle un écureuil pour garantir que le fil sera toujours tendu. Parce que si jamais, avec le vent, etc., le fil peut se détendre. Lorsqu'il y a une touche, lorsque le fil est tiré, le détecteur bip comme ça. Le truc, c'est que la pêche de la carpe, c'est une pêche qui est autorisée de nuit. C'est d'ailleurs la seule pêche qui est autorisée de nuit en France. Et là, vous voyez bien que ça bip, c'est sympa, mais le volume, il n'est pas non plus dingue. Ça veut dire que quand nous, on va dormir pendant la nuit, parce que même si on va pêcher de nuit, c'est quand même mieux si on peut dormir. Et du coup, on a un petit peu peur de rater un départ, rater une touche, ce qui peut poser beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est que votre poisson va du coup partir avec l'intégralité du montage, le plomb, potentiellement des centaines de mètres de fil, parce que dans le moulinet que vous pouvez voir ici, on peut mettre environ 300 mètres de fil. Si le poisson part avec tout ce matériel, pour lui, c'est extrêmement grave, puisqu'il va devoir malheureusement se mutiler pour pouvoir arracher le montage. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Il y a aussi un problème forcément matériel. Si on a une canne qui se retrouve dans un arbre, dans l'eau, peu importe, on n'est forcément pas content. Donc on veut éviter ça. Il existe des solutions aujourd'hui sur le marché qu'on appelle des centrales. Les centrales, ce sont des détecteurs qui sont réunis entre eux et avec lesquels on va avoir un dispositif qu'on peut garder sur soi. Lorsqu'un des détecteurs va sonner, la centrale va être capable de nous dire « ce détecteur est en train de sonner ». Le souci de cette solution, c'est qu'elle est extrêmement onéreuse. Le dispositif que vous voyez à l'écran, là, il vaut à peu près 800 € pour 3 détecteurs. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, je pêche systématiquement en couple. Donc on pêche avec 8 cannes, puisque la réglementation française, c'est 4 cannes maximum par personne. Avoir ce dispositif-là pour 8 cannes, c'est un budget qu'on ne voulait pas mettre dans ce type d'approche. Et c'est là où je me suis dit, quand même, on fait de l'informatique, on fait des trucs avec de l'électronique, je dois pouvoir trouver une solution. Donc j'ai commencé à faire un petit schéma électrique. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'ai trouvé des Arduino, l'Arduino Nano. J'ai trouvé un émetteur radio haute fréquence, le NRF24, et le reste, un petit bouton on-off, une prise jack pour le détecteur, puisque sur le détecteur, on peut les brancher en jack, et une batterie 3,7 volts pour pouvoir brancher sur le dispositif. Ensuite,
On récupère le matériel, un Arduino Nano, un NRF24, une batterie 3,7 V et un circuit imprimé que j'ai du coup fait imprimer à partir du schéma que vous avez pu voir dans la slide précédente. Ensuite, un petit peu de code quand même. Donc là, on voit juste la partie loop du code, parce qu'en fait, c'est la partie qui est vraiment la plus importante ici. Le principe, c'est que pendant votre pêche, les poissons peuvent taper dans le fil. Des fois, des tout petits poissons vont taper dans le fil parce qu'ils ne le voient pas. C'est le principe du fil. D'ailleurs, vous ne le voyez très probablement pas. Et ces informations parasites, quelque part, ces notifications parasites, on ne veut pas qu'elles nous réveillent dans la nuit. Donc il y a un petit système de debounce que j'ai implémenté qui garantit que seule une touche qui dure plus d'1,5 seconde va pouvoir me réveiller. Et à partir de là, eh bien, il y a SendSignal. SendSignal, ça va envoyer un signal en 2,4 GHz qui va être ensuite réceptionné par la centrale et qui va me réveiller. Ensuite, il a fallu design des boîtiers, parce que c'est bien beau d'avoir le matériel, le logiciel, mais ici, on a besoin de quelque chose pour les contenir, et en plus de ça, dans la mesure du possible, qui pourra résister à l'eau. Non pas parce qu'on pêche au bord de l'eau, même s'il y a un risque que le matériel tombe à l'eau, mais à cause de l'humidité ambiante qui se crée pendant la nuit, la rosée du matin, etc., les éventuelles pluies. Il faut que le matériel puisse résister à ça. Donc j'ai design un premier boîtier que vous pouvez voir sur votre gauche, qui est le boîtier d'émetteur. Ce boîtier d'émetteur, il a une première couche de plastique qui est assez épaisse, dans laquelle j'ai placé un entonnoir. En fait, j'ai designé un entonnoir à l'intérieur, qui est tout simplement fait pour être rempli de colle à chaud. Ça me permet de sortir un fil et de garantir une étanchéité qui, bien qu'approximative, suffit dans le besoin actuel. Sur le côté droit, on va retrouver une petite encoche pour le bouton on-off et un petit compartiment en bas du boîtier pour pouvoir y placer la batterie. Si jamais on a un problème de fuite d'eau ou d'humidité, j'ai rajouté une autre petite section pour pouvoir encore plus isoler la batterie du reste du système, et même au cas où la batterie ait des problèmes, on ne sait jamais. L'autre boîtier, quant à lui, c'est pour la centrale, le boîtier qui va donc recevoir les informations. Sur ce boîtier, on a une fente pour pouvoir faire sortir un afficheur 7 segments en x4, ce qui fait que la centrale peut théoriquement supporter 9999 cannes, mais on n'est pas là. Et on a un petit trou circulaire en bas pour pouvoir faire sortir un buzzer. Ça, c'est la partie qui nous réveille. Ensuite, on garantit un petit peu de place pour mettre tout le matériel, un petit trou pour faire sortir l'antenne, et c'est parti. On imprime donc ça en 3D, à la maison, sur la petite imprimante 3D. Et ensuite, on fait le montage. Ici, vous avez un des émetteurs. Donc là, on a la première phase du circuit sur lequel j'ai l'Arduino qui est placé dans un socket. Le principe, c'est que j'ai d'abord soudé en fait, des slots dans lesquels on peut venir insérer l'Arduino, ce qui fait que si jamais l'Arduino a un problème ou quoi, je n'ai pas besoin de tout dessouder, je peux juste enlever l'Arduino, le reprogrammer, le changer éventuellement. On peut voir un morceau du fil qui ressort par en haut du boîtier, et en bas, vous pouvez voir la batterie. Sur le côté droit, on a le bouton on-off pour pouvoir interagir très facilement avec le boîtier sans avoir à l'ouvrir, bien sûr. De l'autre côté, on retrouve l'antenne en radio haute fréquence, en 2,4 GHz, sur lequel vous pouvez voir d'ailleurs le petit quartz, c'est ce petit boîtier gris que vous pouvez voir sur le dessus, un peu métallique, et l'antenne qui est du coup faite traditionnellement avec une piste d'or qui est placée dessus. Pour la centrale, quant à elle, j'ai fait beaucoup plus rustique. Les détecteurs, les émetteurs, il m'en fallait 8. Donc j'ai voulu faire un circuit pour faire quelque chose d'assez compact qui puisse se placer tranquillement sur le montage. La centrale, on est sur des besoins qui sont beaucoup moins rigoureux au final. C'est juste un boîtier que je dois pouvoir garder sur moi avec une antenne qui dépasse, un buzzer et un afficheur. J'ai donc pas fait de circuit pour ça. J'ai utilisé directement des fils pour faire mon câblage et une batterie. Ici, on n'utilise pas deux batteries, on utilise directement une pile parce que les émetteurs, eux, s'endorment. J'utilise le sleep mode de Arduino pour que lorsqu'il ne se passe rien, l'Arduino ne consomme presque pas de batterie. On est sur une autonomie d'environ 3 semaines si jamais il ne se passe rien. Et on est sur des bips qui souvent ne durent pas plus d'1 minute. Donc en réalité, l'autonomie globale du système est autour des 3 semaines, sauf pour la centrale, le récepteur, qui lui a une autonomie d'environ 48 heures, puisque la centrale, elle doit tout le temps écouter. C'est systématique.
Sur la centrale, vous pouvez voir une petite feuille noire sur la photo de droite. C'est une feuille de caoutchouc. En fait, j'ai découpé une feuille de caoutchouc selon la forme du boîtier pour garantir une meilleure étanchéité, parce que c'est quand même un boîtier que je dois pouvoir garder sur moi. Si jamais il y a des éclaboussures d'eau ou quoi que ce soit, il faut que ça puisse résister. Ce n'est pas un boîtier que je vais vouloir tout le temps enlever, donc je voulais que ça puisse résister à l'eau un maximum. Dans les deux boîtiers, que ce soit le précédent ou celui-ci, on peut retrouver également des petits sachets, ces fameux petits sachets de perles de silice qu'on trouve absolument partout. J'en ai récupéré pendant un bon petit moment, et comme ça j'ai pu en mettre ici à côté de la pile et dans le boîtier précédent, au milieu du circuit. Et grâce à ça, je peux pêcher tranquille. Je peux admirer le paysage aussi et mes chaussures. Alors après, l'idée c'est que j'aimerais bien pouvoir faire un système sur lequel je vais pouvoir venir agréger des informations. Déjà aujourd'hui, sur mon téléphone, je prends des notes. Lorsque je pêche avec 8 cannes, je ne vais pas mettre tout le temps le même appât, pas tout le temps le même montage, pas tout le temps le même fil, la même canne, etc. Ça me permet en fait d'avoir des points de données. Ce qui fait que sur mon téléphone, je sais déjà que mes cannes numérotées de 1 à 8, ça c'est une convention que je me suis fixée. La une, c'est celle qui est la plus à gauche, et ensuite, on compte vers la droite. Je sais que j'ai tel appât sur telle canne à tel moment. Si je pouvais directement connecter ça en Bluetooth avec mon Arduino, ce qui est, on va dire, dans le domaine du possible, puisque faire de la connexion Bluetooth avec un Arduino Nano, c'est relativement simple, je pourrais agréger ces données-là au niveau de mon téléphone et pouvoir savoir que la dernière fois que je suis allé à tel endroit, eh bien, la canne qui a le plus mordu, c'est celle avec ce montage-là, avec cet appât-là, etc., etc. Dans les incréments auxquels j'ai pensé également, il y a la possibilité de fonctionner dans des zones à haute perturbation. Ici, par exemple, je n'ai pas mis le montage en place, simplement parce que j'utilise du Wi-Fi en 2,4 GHz. La salle ici est remplie de 2,4 GHz, que ce soit le Wi-Fi, les micros, le son, etc. Donc le système n'est pas en place, et ça c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir gérer. Même si on est sur un système qui est voué à fonctionner au milieu de nulle part, on est quand même sur quelque chose qui pourrait rencontrer au minimum des petites interférences dans des zones un petit peu plus peuplées. Donc l'idée ce serait de pouvoir gérer tout ça, potentiellement miniaturisé dans un format beaucoup plus petit pour pouvoir, qui sait, un jour faire mon propre détecteur. Et comme d'habitude, comme la plupart des choses que je fais, c'est en open source. Vous pouvez le trouver sur GitHub. Sur le repo GitHub, vous pouvez trouver l'intégralité du code, les designs au format STL. D'ailleurs, c'est très sympa parce que GitHub a un STL Viewer intégré maintenant. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment génial. Et vous pouvez également trouver un autre système que j'ai conçu il n'y a pas longtemps, c'est tout simplement une alarme en fait. Je me suis un petit peu trompé sur le dimensionnement parce qu'au final j'ai mis un buzzer d'alarme de voiture. Je n'avais pas réalisé. Et du coup ça fait un peu de bruit, donc je ne l'utilise pas vraiment pour l'instant. Mais le système peut tout à fait fonctionner avec un buzzer qui est beaucoup moins puissant. Ici j'ai un... Bon ok, j'ai surdimensionné, mais le principe est là. On a un détecteur en infrarouge qui peut détecter des personnes qui passent. Ça permet d'éviter quelque chose qui peut malheureusement arriver, c'est le vol de matériel pendant la nuit, parce que pendant qu'on dort, ça peut arriver. Heureusement, ça ne m'est encore jamais arrivé. Eh bien, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toi. Alors, logiquement, on a 2 minutes 50, mais on peut un peu dépasser si vous avez bien évidemment des questions. Yes, y en a. Alors moi, j'ai toujours les feux dans le visage, donc... Ah, j'arrive. Oh ben, j'arrive. Avant, j'avais un assistant sur le couloir de droite, je l'ai plus. Petite question très rapide. À peu près combien ça t'a coûté de mettre tout ça en place? Parce qu'à la base, c'est 800 € le système proposé. Ouais. Je suppose que tu as dû faire des grosses économies quand même. Alors là, j'ai montré que la deuxième version, la toute première version que j'ai fait, j'ai acheté des boîtiers sur Internet, des boîtiers étanches. Ouais. Non, ils ne sont pas étanches. Et du coup, j'ai perdu un peu de matériel. Mais j'ai fait une petite estimation du budget pour les 8 détecteurs, donc les 8 émetteurs et la centrale. Je suis autour des 120 à 140 € en comptant le plastique
Et bon, le plastique, c'est quelque chose comme 5 €. D'accord. Donc la grosse partie des dépenses, c'est les Arduino, parce qu'au final, il me faut 9 Arduino. Et c'est là où on met la principale partie du budget. Ok, super, merci. Et la presse était super intéressante. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, côté émetteur, la batterie est soudée, elle dure 3 semaines. Comment tu la recharges en fait? La batterie, elle n'est pas soudée. Ah pardon. Je sais pas, non, je peux peut-être pas remettre les slides, mais en fait, ça se voit peut-être pas bien sur la photo, mais en fait, au niveau des batteries, j'ai mis un petit connecteur. Hop. Ah oui, c'est parce que là, il est caché. En fait, derrière la batterie, il y a un connecteur ici, et du coup, ça me permet de déconnecter la batterie. Et j'ai un petit chargeur USB classique sur lequel je peux en charger 10, un truc comme ça, en même temps. Bonjour, merci pour la presse. J'ai une petite question concernant les Arduino Nano. Oui. Est-ce que vous avez déjà considéré à passer sur de l'ESP8266 ou équivalent, où il y avait des blocages en termes de besoins ou d'évolution qui faisaient qu'il fallait rester sur Arduino? Alors j'y ai totalement pensé. Et en fait, il y avait un blocage principal, c'était mes connaissances, tout simplement. J'ai commencé à vouloir utiliser des systèmes comme ça et même voir pour miniaturiser encore plus, parce qu'on voit que rien que l'antenne pour émettre en radio haute fréquence, elle est énorme, relativement parlant. Et c'est surtout une barrière de compétence aujourd'hui, mais clairement, c'est dans mes prochains incréments. Une question ici. Est-ce que tu as prévu de le commercialiser potentiellement? Absolument pas. Parce que enfin, je suis pêcheur aussi, donc ça me parle et c'est intéressant en fait. Donc, En fait, aujourd'hui, le système a été en soi créé justement pour les personnes qui ne voulaient pas passer par des options commerciales pour ce genre de besoin. Et en soi, aujourd'hui, il est fait totalement en open source. Donc, dans la théorie, n'importe qui a les connaissances pourrait le faire. Et j'ai envie de dire, même n'importe qui pourrait le faire pour le vendre, parce que même la licence est juste là pour dire, bah, faites-en ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait pour moi, et si ça peut aider des gens, tant mieux. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Juste une petite question, pourquoi ne pas avoir rationalisé, par exemple, faire un seul Arduino qui émette pour tous les capteurs des cannes en même temps? En fait, c'est parce que chaque canne, ici, va avoir son propre détecteur. Je le touche pas trop parce qu'il est un peu sensible. Et là où ici, j'ai 4 cannes en même temps, le système il est design pour pouvoir fonctionner avec des cannes qui sont très éloignées les unes des autres. C'est-à-dire que j'ai des systèmes qui me permettent de poser une canne à un endroit, une canne 10 mètres plus loin, etc., etc. Du coup, il aurait fallu repenser un système de communication qui vient vers l'Arduino central. Et ça posait un peu problème. J'ai pensé également à mettre des fils. Je me suis dit, des fils, ça m'embête, donc j'en ai pas mis. Mais en effet, si je pouvais trouver une solution pour implémenter ce genre de choses, ça permettrait une grosse amélioration d'un point de vue du coût du projet pour les personnes qui voudraient l'implémenter. Merci pour la presse du coup. Juste une petite question, tu l'as peut-être expliqué, j'ai peut-être loupé l'info. Quel genre de capteur tu utilises exactement pour la tension sur le fil? Alors la tension sur le fil, en fait, c'est ce système-là. Ça, c'est un système qui est déjà commercialisé. On trouve ça pour entre 10 et 100 €. C'est une grande plage, mais elle est réelle. En fait, le principe, il est tout bête, c'est que dessus, on a une petite roue sur laquelle il y a un aimant quelque part sur la roue. Et lorsque la roue tourne, un petit interrupteur magnétique ici va fermer un circuit de façon alternée lorsque la roue va tourner. Et c'est comme ça en fait que le système détecte qu'il y a une touche. Et l'écureuil ici sert simplement à s'assurer que le fil est toujours appuyé sur la roue. Mais dans l'idée, j'aimerais bien pouvoir carrément intégrer ça, qui sait. Bonjour, est-ce que c'était possible et intéressant de relier directement les capteurs à ton téléphone si tu t'en sers sur le terrain, en Wi-Fi par exemple ou autre? Alors j'ai pensé à ça, mais j'ai pas trouvé de bonne solution en fait pour connecter directement mes capteurs à mon téléphone. Principalement parce que le Wi-Fi, ça requiert aussi un moment de créer une connexion. Donc ça veut dire que j'aurais pas pu éteindre le détecteur très facilement pour économiser de la batterie. Et pour le Bluetooth, c'est un peu le même principe et c'est aussi une question de portée, puisque les pêches les plus lointaines que j'ai pu faire au niveau du matériel, on peut aller jusqu'à 80-100 mètres de la toile de tente à la canne. C'est un peu sportif quand c'est la dernière qui mord, mais ça arrive. De mémoire, je crois que tu as répondu à toutes les questions.
Donc, avant que je me prenne les pieds dans le fil, Super, il ouais. me reste qu'à te remercier. Et avec plaisir. Et merci pour tout et bravo.